Est-ce que, comme moi, vous adorez manger au restaurant au Havre, mais trouver la bonne adresse, c'est toujours un peu compliqué? Eh ben ça tombe bien, puisque cet épisode est sponsorisé par Épicule Le Havre. Épicule Le Havre, c'est le guide des bonnes tables havraises. Pas de hasard, pas de belles photos trompeuses. Chaque adresse est testée, validée et surtout cuisinée avec des produits frais. Du vrai, du local et du goût. Votre prochaine table coup de cœur est peut-être à 2 pas de chez vous. Retrouvez toutes leurs adresses sur Instagram, epicu.lehavre.food. Le lien vers la page est à retrouver dans la description de cet épisode. Salut, un petit mot avant de commencer cet épisode, tout simplement pour vous dire merci. Eh bien merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter les épisodes dans le pot de yaourt. Alors si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre, à commenter le podcast sur les plateformes d'écoute, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre la page du compte Instagram dans le pot de yaourt. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le pot de yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 4, épisode 10. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Qui se cache derrière les glaces Ortiz, qui dirige aujourd'hui cette entreprise. Ça tombe bien puisqu'il est avec moi aujourd'hui, c'est Antoine Grégoire. Salut Antoine. Salut Pierre, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Antoine, je parlais d'Ortiz comme d'une institution au Havre. Est-ce que tu as justement, toi, conscience d'être à la tête d'une institution ? C'est vrai c'est vraiment le mot que tout le monde me dit, institution. C'est très flatteur. C'était aussi une pression au départ quand on a repris en 2021. Je dis on parce que je suis associé à mon père et mon oncle. Donc non, c'est ce que me disent les clients généralement. Donc c'est hyper flatteur et hyper sympa d'entendre ça de leur part. Quand on sait qu'on sera centenaire l'an prochain, c'est vrai que il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots et il y a beaucoup de personnes qui ont mangé à travers différentes générations nos glaces. Donc c'est un plaisir. Est-ce que justement, le fait que ce soit un nom si connu au Havre, est-ce qu'au moment de la reprise, ça a pu poser une question pour toi ? Ça a pu être une question. Avec mon prédécesseur, du coup, il y a eu monsieur Ortiz qui a créé l'entreprise. C'est ses parents qui l'ont créée avant-guerre, donc en 1927. Ensuite, lui, il a vraiment développé et fait exploser l'entreprise après-guerre avec l'arrivée des camions. Et au début, c'était juste des simples glacières qui se baladaient sur les galets à vendre des glaces. Ensuite, il y a les petits véhicules en bois, ensuite les camions. Et donc ensuite, il a travaillé, il a géré son entreprise jusqu'à 1987. Après, il a revendu à deux de ses employés, Colette et Ossine, qui ont perpétué la tradition jusqu'à 2021. Moi, j'ai racheté à Ossine en 2021. Donc, au moment de la reprise, moi qui sortais d'un master en marketing et commerce, j'étais pas spécialement prédestiné à faire ça. Donc, d'un commun accord avec Ossine, on s'est dit il faut une passation en douceur, il faut un accompagnement de ta part. Lui était partant dès le départ du fait qu'il nous connaissait très bien notre famille. Moi, mes grands-parents ont été aussi vendeurs de glace dans la région de Bolbec, Lillebonne, où c'était à l'époque des tournées dans les petits quartiers, dans les petits villages. C'était des concurrents d'Ortiz ?
C'était pas des concurrents parce qu'ils s'installaient pas au Havre, Ouais. mais c'était aussi des Espagnols. Donc Ouais. mes grands-parents sont aussi espagnols et ils viennent du même village que Monsieur Ortiz. Donc Il y avait une connexion. c'est ça, il y avait une connexion. Il y a une grosse diaspora d'Espagnols qui ont immigré au XXe siècle en France pour travailler dans la glace. Mon oncle qui fait un peu de généalogie, il a repéré plus d'une centaine de familles qui ont créé leurs entreprises. Donc ça part du Pays Basque qui est vraiment frontalier, mais les Espagnols sont montés jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, quand on voit un glacier avec un nom espagnol, généralement, c'est qu'ils viennent des 3-4 villages qui sont dans le nord de l'Espagne, en Cantabrie. On les appelle les villages pasiegos. C'est des villages de montagne, donc c'était des personnes qui cherchaient surtout à travailler rapidement, parce qu'en fait, c'était des grandes fermes, enfin c'était des villages de fermiers, et du coup, il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde, donc ils ont cherché, ça y est, travailler le lait, parce qu'il y avait beaucoup des fermes et des bêtes, et donc il y a eu un filon, et ça s'est fait de fil en aiguille, des premières familles qui sont parties, qui revenaient l'hiver, et comme ça, il y en a eu pendant tout le XXe siècle. Donc maintenant encore, il y a les Diego à Calais, il y a les Martinez à Montreuil, il y a les Pelayo, Les Espagnols sont partout. Les Espagnols ce sont vraiment qui apparaît ce filon de la glace, pas trop dans la Côte d'Azur, parce que c'est plus les Italiens qui sont arrivés à ce niveau-là. Mais voilà, et même il y a un film documentaire qui devrait sortir en Espagne l'année prochaine. À ce propos-là, il sera sûrement aussi diffusé en France, mais il y a une réalisatrice qui a trouvé cette histoire aussi c'est une anecdote quand même que des petits villages espagnols ont aussi à s'implanter comme ça en France pour des familles entières. Donc ça devrait sortir en 2027. Elle est venue faire quelques images au Havre il y a 1 an maintenant. Donc non, c'est chouette. Antoine, au-delà de l'histoire hyper riche d'Ortiz, pour toi, qu'est-ce que ça représentait Ortiz, cette marque, avant de la reprendre? C'est sûr, c'est un peu les seules glaces que j'ai connues, parce que moi, j'ai pas connu ce qu'ont fait mes grands-parents. Donc, c'était un peu la sortie traditionnelle quand on allait à la plage du Havre. Donc, Difficile de s'arrêter à la plage sans s'arrêter chez Ortiz, quoi. tout à fait. Et comme je connaissais un petit peu le gérant aussi, mon prédécesseur, j'avais la chance de monter dans son camion quand j'étais encore enfant. Donc, il y a une photo qui est assez sympa où je dois avoir une dizaine d'années, je suis assis sur le congélateur. Et des fois, je restais pendant 1 heure ou 2 pendant son service avec lui. Donc, à croire qu'il y avait presque un signe. Voilà, t'étais prédestiné. presque prédestiné à faire ça. Donc, c'est une photo qui est marrante, que mon oncle m'a ressortie quelques mois après qu'on ait repris. Et il m'a dit, regarde, il y avait vraiment un signe, ça devait être écrit, que tu reprennes ça. Et pour toi, il y a presque un côté cœur dans cette histoire. Il n'y a pas que du business, il y a vraiment aussi quelque chose qui vient du cœur. Tout à fait. On se le disait souvent en rigolant. C'est aux fêtes de Noël ou à des anniversaires, quand un jour on reprendrait l'entreprise. C'était plus des paroles en l'air où on rigolait à travers ça. Et quand on a eu l'occasion, honnêtement, on ne s'est pas beaucoup posé de questions. L'ancien gérant nous a laissé 2-3 semaines, mais après la première conversation ensemble, c'était presque acté qu'on voulait, acté qu'on voulait se relancer là-dedans. Tu le disais, l'affaire, tu l'as repris en 2021. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à le dire tout à l'heure, tu n'étais pas forcément prédestiné au business de la glace. Qu'est-ce que tu faisais avant? D'où tu viens et quel a été ton parcours avant cette reprise en 2021? Je suis né au Havre, j'ai grandi au Havre, et très jeune, mes parents se sont installés à Montivier. Donc collège, lycée à Montivier. Ensuite, je me suis un petit peu cherché avant de faire un DUT-TC et enchaîné par un master en alternance de marketing et de commerce. Donc j'ai fait 3 ans d'alternance chez Sidel. Hyper formateur, hyper intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille aux jeunes qui savent pas s'ils n'ont pas la certitude de faire quelque chose de précis dans leurs études. L'alternance, c'est hyper formateur et hyper intéressant de pouvoir mettre un pied dans l'entreprise tout en gardant ce statut d'étudiant. Et ensuite, après mon master, on était en plein Covid, et c'est à ce moment-là que je voyais qu'il n'y avait pas non plus de grandes perspectives d'évolution et de futur chez Sidel. Donc, et on est beaucoup dans ma promo, c'est marrant, à s'être lancé dans l'entrepreneuriat ou aller chercher de nouvelles aventures plutôt que suivre un schéma assez classique, j'ai envie de dire. Même si maintenant, je trouve qu'il y a plus en plus de jeunes, et même de personnes un peu moins jeunes, qu'osent se lancer dans l'entrepreneuriat ou sortir de leur confort qu'ils ont accumulé
Donc voilà, j'ai fait un parcours j'ai fait des études sup en alternance. À quel moment et comment, justement, tu as ce déclic, genre, je vais pas suivre la voie classique, entre guillemets, aller chercher un boulot, et je vais tout de suite aller dans l'entrepreneuriat et essayer de reprendre ces glaces Ortiz. Les glaces Ortiz, c'est arrivé au moment où on a appris que Monsieur Agoumi Melcha voulait vendre, honnêtement. Avant Toi, ça- tu disais que tu le connaissais bien, donc il t'en Bien parle. sûr. Il nous en parlait et il avait déjà eu des touches pour essayer de vendre, mais il avait peur que son successeur perde cette tradition d'être fabricant. Donc D'accord. c'était vraiment sa plus grosse hantise. Donc nous, on lui a dit qu'à ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Et c'était, je trouve que c'était vraiment se tirer une balle dans le pied de reprendre les glaces Ortiz et de changer la fabrication ou même l'arrêter la fabrication. Donc moi, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, je ne vais pas arrêter la fabrication. Mais par contre, j'ai besoin de toi pour que tu me formes. J'ai besoin de toi pour que tu me montres tes connaissances que tu as acquis durant 33 ans. Les secrets. Les secrets. Et donc, me lancer dans l'entrepreneuriat, ça me paraissait être intéressant et ça me paraissait être cool. Les glaces Ortiz, c'est arrivé au moment où on a eu cette opportunité-là et c'était en fin d'études, donc ça collait plutôt bien. J'ai eu quelques mois un peu chauds parce que je crois qu'on a repris le fond, c'était en février-mars, j'étais en alternance encore, j'étais encore à l'université. Donc tout était un peu speed, mais il fallait parce que c'était... Un peu effrayant aussi, quelque part. Un petit peu effrayant aussi, bien sûr. Mais il fallait parce que c'était l'occasion et le train, des fois, il passe qu'une fois. Donc, fallait vraiment monter dedans. Donc, non, ça s'est fait assez rapidement et on n'a pas beaucoup, honnêtement, on n'a pas tergiversé. Ça s'est fait assez rapidement. Tu parles de la formation avec ton prédécesseur. C'était vraiment important pour toi, pour lui, d'avoir cette passation, de savoir que les glaces Ortiz n'allaient pas forcément changer fondamentalement. Comment on apprend à faire des glaces, tout simplement? Qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation à ses côtés? Déjà en fabricant, les crèmes glacées, les sorbets, c'est... Est-ce qu'on note toutes les recettes? Alors oui, on peut noter au départ. Ouais. Après, je prenais évidemment beaucoup de notes au départ pour voir ses automatismes, voir ses machines. On a aussi un petit peu rénové le laboratoire, donc il fallait aussi se formater avec des nouvelles machines. Donc on a vraiment, ça s'est fait en tandem vraiment pendant la première année où tous les matins on se retrouvait à vraiment fabriquer tous les deux. Lui, c'était des recettes qu'il avait acquis aussi au préalable, mais aussi des recettes qu'il avait élaborées au fur et à mesure. Après, moi, je me suis aussi intéressé durant chaque hiver. Là, ça fait un an que je n'en ai pas fait, mais durant ces 5-6 premières années, j'ai déjà fait 3-4 formations. Donc, l'hiver, j'essaie de me prendre une semaine ou deux, voir ce qui se fait aussi ailleurs. Ouais, comme quoi? Comme quelle sorte de formation tu as fait? En fait, là, j'ai fait une formation dans les desserts glacés à Montpellier il y a maintenant 3 ans, avec un meilleur ouvrier de France. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. C'est un métier aussi, comme tous les métiers, qui évolue beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup plus, on peut calculer beaucoup plus les taux de sucre. Il y a des recettes qui peuvent se faire. On voit que la glace, c'est quelque chose qui est illimité en parfum. Donc, mais par contre, tout demande à s'adapter. Un fruit à coque se travaille différemment qu'un autre parfum. Et pareil pour les sorbets, les sorbets acides, les fruits rouges, tout se travaille différemment. Donc, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution aussi. Et ouais, j'ai fait aussi une formation sur la technique de la glace, les différentes incorporations qu'on peut mettre dans la glace et les différentes machines qu'on peut utiliser. Donc, honnêtement, on peut se former et voir ce qui se fait à gauche, à droite, c'est toujours intéressant. Toi, tu disais que tu n'avais pas voulu changer fondamentalement la marque Ortiz, reprendre ce qui a été fait avant. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu as imposé aussi à un moment ta patte? Et si oui, à quel endroit? Tu veux dire dans la fabrication? Dans la fabrication, dans la façon de faire du business, un peu général. Alors, dans la fabrication, en fait, on peut dire oui, il y a des recettes de grand-mère et il y a quelques secrets à garder, mais c'est surtout aussi de travailler avec des bons produits. Déjà, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, on a essayé de raccourcir les circuits lorsqu'on peut le faire. Notre lait, il vient de Normandie. Ça paraît évident, mais si on ne fait pas des démarches, c'est possible, surtout sur une région comme nous, la Normandie, où on a du lait à disposition. Donc notre lait, notre sucre viennent de Normandie. On a essayé de raccourcir les circuits dès qu'on peut le faire. On travaille avec des fraises qui viennent de Montivilliers. Donc
En fait, les fournisseurs, on essaie vraiment de trouver des fournisseurs qui ont du sens. Un fournisseur qui va me fournir de la vanille à la pistache en passant par la fraise, j'estime qu'il sera moins spécialisé dans son domaine. Donc, essayer de travailler avec des fournisseurs bien précis, qui travaillent un produit bien précis, me semble aussi des fois avec ça a un intérêt plus important du produit et aussi un meilleur produit. Et des fois, c'est pas spécialement plus cher. Parce que quand on travaille en direct avec les gens, bah, il y a tous ces intermédiaires qu'on n'a pas et qui vont justement manger une marge supérieure. Enfin, une marge importante à la fin. Donc, raccourcir les circuits, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi depuis le début. Tu es intransigeant sur le fait que ce soit artisanal et le plus souvent possible local? Alors, on peut pas le faire sur tous les parfums, hein, Oui, bien sûr. mais la mangue ou la vanille, c'est Oui, compliqué voilà. de l'avoir ici. Ouais, Mais la vanille de Madagascar de Sainte-Adresse, c'est ça. elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. Mais les Bientôt que le pommes- climat sera Ouais, bientôt le même, on sait jamais. Ça peut arriver, on sait jamais, il faut se méfier. Mais pour les pommes, les poires, Oui, tout la ça, ça va. fraise, tout ça, on peut se fournir localement. Donc, quand on peut le faire, et même sur la matière première, c'est assez important. Nos cornets, ils viennent d'Amiens, parce que c'est la biscuiterie la plus proche d'ici. Donc, Oui, c'est vraiment pas loin. c'est ça, donc c'est à 2 heures de route. On se fait un livre en direct, on appelle l'usine, le lendemain, on a la palette. Donc, c'est un avantage et c'est aussi satisfaisant de travailler. Enfin, moi, j'ai visité une usine de cornets, c'est super, c'est chouette. Hein. On n'a pas On a l'impression. tous mais- envie d'aller visiter mais une usine de cornets. mais ça donne envie, rien que Bah ouais. l'odeur, déjà, c'est chouette. Donc là, quand on peut quand on peut travailler en circuit court, on le fait. Et ce qui est cool, c'est que des fois, c'est pas spécialement plus cher. Tu as insisté sur le côté artisanal des glaces le plus souvent possible. Aujourd'hui, quels sont les parfums faits maison aujourd'hui qu'on retrouve chez Ortiz? Toute notre carte est fait maison. Ok. Donc, pour nos sorbets, on prépare notre propre sirop. On incorpore les fruits. Alors, quand on peut le faire, on travaille en fruits frais. C'est pas toujours possible, mais on peut mais quand on peut le faire, on le fait. Et même nos glaces italiennes, pour être honnête avec toi, sont aussi fait maison. Donc on apporte aussi on essaie vraiment on fait que la glace, mais on essaie de la faire le mieux possible. On va pas se diversifier. En début de saison, il y a des gens qui vont nous demander des crêpes, des gaufres. Ça nous est pas venu à l'esprit, honnêtement, de le proposer. Parce que on préfère peut-être vendre un peu moins en début de saison, mais vraiment pour se dire, bon, c'est un glacier, c'est qu'un glacier. Donc, Et c'est connu comme ça. c'est connu comme ça aussi. Mm. Ce serait peut-être aussi perdre un petit peu son identité de se diversifier. Et je préfère essayer de trouver différentes déclinaisons pour travailler la glace. Par exemple, aujourd'hui, on propose des desserts glacés à Noël. Ouais. Ce Ce qui se faisait pas avant. qui ne se faisait pas avant. Donc, Et justement, j'allais te poser une question sur tes hivers, mais Ouais. vas-y. mais ouais, les desserts glacés, on a commencé à proposer ça à la 3e année, il me semble, 2023 ou 2024. Et donc, c'est pareil, ça prend un peu de temps. J'ai un ami qui est pâtissier, donc j'ai essayé de me former un hiver avec lui, voir comment il faisait. Donc, c'est pas de la pâtisserie non plus, hein, ça reste de la glacerie, mais travailler les desserts glacés, c'est top. Moi, j'adore parce qu'on travaille le même produit, mais sous une forme assez différente. Et on travaille quelque chose, là, il faut que ça soit beaucoup plus raffiné parce que la bûche de Noël, il faut qu'elle soit présentable sur la table le jour du réveillon. Et honnêtement, on leur remarque vraiment que nos clients de la période estivale commencent à savoir. Et Savoir que vous bouche-oreille vendez se fait en bien. hiver, ouais. Et les réseaux sont très utiles pour ce genre de choses. Et là, on a fait quand même pas mal quand même quelques centaines de commandes l'hiver dernier. Donc, honnêtement, c'est chouette. Et ça permet aussi, financièrement parlant, de faire rentrer aussi de l'argent sur un mois qui est censé être creux. Parce que c'est vrai que ça reste une activité saisonnière, mais si un mois dans l'année, comme ça, on arrive à travailler différemment, tout en continuant à pérenniser et à faire connaître son entreprise, c'est appréciable. En t'écoutant parler, Antoine, j'ai l'impression, enfin, j'ai même pas l'impression, je suis plutôt même sûr que tu t'es découvert une passion Oui, pour l'univers de la glace. ouais, bien sûr. Je suis passionné et je pense que c'est important. Si on travaille lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment s'investir. On s'investit beaucoup. Donc, si on n'est pas passionné, je pense que c'est dur. Donc, moi, je le suis. Je compte pas mes heures, mais je suis passionné par ce que je fais. Et c'est chouette d'avoir un retour client qui est assez satisfaisant, d'avoir du monde, d'avoir des fois, c'est pas tous les jours facile, mais honnêtement, je me plains pas. C'est vraiment top.
Antoine, on a parlé des choses que tu avais voulu garder, d'autres choses que tu as voulu changer ou adapter en tout cas. Il y a une chose qui n'a pas changé, je l'ai dit en intro, c'est ce camion crème et ses lettres rouges, la façon de présenter aussi les parfums dans le camion. Ça, pareil, c'était non négociable de changer un peu l'identité des Glass Ortiz. Non, changer la couleur, c'était pas envisageable non plus. On ressort même des vieux slogans. Là, on est tombé sur une photo récemment, enfin je disais récemment, c'était il y a 1 an ou 2, où c'était écrit Glass Ortiz donc exquise. Et c'était un slogan qu'avait trouvé le fondateur. Alors je sais pas d'où il avait trouvé l'inspiration, mais du coup on l'a remis sur la remorque. Et le slogan, les couleurs, tout ça, ça reste et ça ne changera pas. Donc tout le monde sera perdant à changer ces couleurs-là. Et ça fait partie du décor. Donc Quand on parlait d'institutions, au-delà de la glace, le camion aussi et les couleurs sont des institutions. ouais, tout à fait. On est sur des véhicules assez vintage, assez rétro. Des Peugeot J7, J9 des années 70-80, des 4L, une petite remorque à bras. Notre parc machine et véhicule, pardon, n'est pas tout neuf. Mais bon, c'est ce qui fait aussi l'image de la société. Et ça prend du temps, les restaurer, bien sûr. Mais d'un autre côté, on a un résultat qui est chouette. Et j'ai même des gens qui me parlent du camion et pas spécialement de mes glaces, qui sont même pas spécialement intéressés par le produit. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on attire les regards des fois. Et le camion est aussi quelque part un produit. Exactement. Parce que tu t'étais gentiment venu ici en m'offrant 2 magnettes. Ouais. Et ces 2 magnettes sur lesquelles on voit le camion et pas les glaces. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, ça aussi, ça fait partie de l'expérience globale. Pour revenir un petit peu aux glaces elles-mêmes, aux parfums, quels sont les parfums iconiques qu'on peut trouver chez Ortiz aujourd'hui? Les classiques, bien sûr. Après, la vanille, fraise, chocolat, ça reste les ventes les plus importantes parce que ça plaît à tout âge et à toute personne. Donc après, on a des parfums qui plaisent ou qui nous font un peu plus notre renommée. La glace à la cacahuète, bien sûr, par exemple, c'est un parfum que beaucoup de gens affectionnent. Et certains me disent qui connaissaient pas du tout. Donc la cacahuète, là, on propose un sorbet à la rhubarbe en ce moment qui marche bien aussi. On essaye tous les ans, j'essaye de trouver des nouvelles déclinaisons. On a fait du litchi aussi cette année. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Des parfums un petit peu exotiques. Ouais. J'avais fait Mirabelle l'année dernière. Cette année, on a fait litchi. On peut tout faire. Mon prédécesseur avait fait de la bergamote et maintenant la bergamote se vend, mais c'est frais, c'est bon pour c'est très chaud. C'est ça, tout à fait. C'est frais, ça a une petite touche d'acidité. C'est un peu con de dire ça d'une glace, mais mais ouais, non, il y a cette petite touche d'acidité et c'est pareil en fonction des saisonnalités. On va remarquer qu'en début de saison, on va vendre plus de crème glacée au nougat, à la pistache, au caramel. Et après, à l'arrivée des beaux jours, on va essayer de proposer une gamme de sorbets un peu plus légère, un peu plus fraîche, comme la mandarine, l'orange sanguine. En fait, on essaie toujours d'apporter une nouveauté. Enfin, et même si c'est pas une nouveauté, c'est de changer, essayer de faire un perpétuel renouvellement des parfums pour que vraiment qu'il y ait une expérience aussi sympa culinaire aux clients et qu'ils se disent aujourd'hui je vais prendre du réglisse. Non, il n'y a pas de réglisse, mais tu vas peut-être découvrir autre chose. Tu vas prendre la confiture de lait ou du stracciatella. Donc le but, c'est vraiment alors il y a vraiment des personnes qui vont prendre toujours la même chose, mais j'en fais partie. Voilà. Mais l'avantage aussi, c'est quand on propose 30 ou 40 ne me retire pas la violette. C'était un message subliminal. Ouais, mais par exemple, la violette, maintenant, il y a aussi du coquelicot, il y a aussi de la lavande, il y a aussi de la rose. Donc, et les gens qui aiment bien la violette, généralement, aiment aussi ses parfums. Donc, on essaie vraiment de plaire à beaucoup de personnes. Et c'est ça qui est chouette, c'est que peu importe l'âge, peu importe nos habitudes de consommation, on arrive toujours à trouver son équilibre chez les Glass Ortiz. Toi, quels sont les parfums qui te tiennent à cœur, ceux que tu as voulu faire au départ de l'aventure, voilà, ceux sur lesquels tu as voulu miser parce que ça avait un sens pour toi? Moi, j'aime beaucoup les fruits à coque, donc travailler la noisette, travailler le praliné. J'ai l'impression que tu es fier de la noisette particulièrement. Ah, la noisette, c'est un de mes parfums préférés. Noisette, nougat, c'est pas mal. Là, je l'ai même décliné cette année, j'ai proposé, ça s'appelle Giandouja. Ouais. Donc, c'est une glace au chocolat. Okay. Dans laquelle on incorpore une pâte de noisette et on l'a fait une petite semaine, il me semble au mois de mai. On l'a mis en parfum de la semaine et ça a vraiment bien marché.
Donc honnêtement, c'est chouette. Et aussi après, il faut savoir travailler nos habitudes, celles qu'on a moins, celles que moi je suis moins sorbet. Mais par exemple, une glace à l'abricot, c'est vraiment très bon aussi. Et ouais, honnêtement, je suis L'association abricot-violette, incroyable. moi, c'est plus noisette abricot. Voilà. Mais honnêtement, je comprends les gens qui ont la hype des sorbets. Et c'est cool parce que, Ouais. par exemple, les sorbets sont sans lactose, sont vegan. Donc, pour des personnes qui veulent pas même spécialement manger d'œufs ou de lait, ou qui sont tout simplement intolérants au lactose, ils arrivent à trouver aussi leur... Tu le précises, ça, en plus. Tout à fait, on essaie de le préciser au maximum. De toute façon, c'est écrit et aussi sur nos allergènes, quoi. J'ai envie de te proposer un petit jeu, si tu veux bien. Bien sûr. En fait, j'ai imaginé des situations Bien sûr. et j'aimerais que tu me donnes le parfum de glace le plus approprié à cette situation. Ok. Le but du jeu, c'est que ça soit quand même assez tac au tac. Est-ce que tu es prêt ? Allez, Alors attention, un parfum par un temps ensoleillé. passion. Un parfum par temps de pluie. Caramel. Un parfum pour un date. Framboise pour framboise. Un parfum pour un dimanche chez mamie. Café. Parfum sous canicule. Citron. Un parfum pour le premier jour de l'été. Nougat. Un parfum pour le dernier jour de l'été. Vanille. Un parfum pour aller voir un match du Hack. Pistache. Et le parfum qui représente le plus le Havre pour toi. La fraise. Eh ben c'est parfait. Effectivement, c'était tac au tac. Ouais, t'as réponse à tout. Est-ce que tu les fabriques seul, ces glaces ? On travaille en petit comité à la fabrication. Ça reste en famille. Il y a c'est moi qui m'occupe principalement de la production. Ma sœur aussi qui me dépanne l'été, qui me dépanne bien, qui m'aide beaucoup l'été. On travaille énormément en famille. Là, honnêtement, dans la société, on est toujours à se donner des coups de main en famille. Il y a tout le monde qui est hyper investi. C'était prévu, ça, que justement ta famille te donne des coups de main ? Enfin, tu t'étais associé, hein, tu l'as dit, à ton Je suis père et associé à ton mon oncle. père et mon oncle. Mon Donc oncle, déjà, voilà, il y a un socle. voilà, mon oncle n'est pas salarié, mais non, on est hyper investi. Que ce soit mes sœurs, mes parents. Tout le monde a appris à faire de la glace dans la famille, quoi. Pas spécialement à faire de la glace, mais à me filer des petits coups de main ou juste à soutenir un peu le projet déjà. Enfin, quand je demande une photo à un de mes oncles pour retrouver un événement ou une photo d'un ancien camion, il va me l'envoyer. Honnêtement, on est vraiment soudés. Ma cousine a travaillé quelques saisons aussi avec moi, mes sœurs aussi. Donc, que ce soit la vente ou la fabrication, on est vraiment travaillé beaucoup en famille, donc c'est chouette aussi. Je voulais te parler aussi de l'emplacement du camion. Il est aujourd'hui à côté du CNH. Pourquoi cet endroit ? Il y en a un peu d'autres à la plage, mais pourquoi spécifiquement cet endroit aujourd'hui ? C'est vraiment l'emplacement historique des Glaces Ortiz. C'est l'emplacement historique, donc c'est où les Glaces Ortiz se sont fait vraiment connaître, j'ai l'impression. Même si maintenant, il y a toujours eu des emplacements à gauche ou à droite. Mais celui-ci, c'est vraiment spécial. Il est à l'entrée de l'aire de jeu. Il y a le skatepark qui est arrivé ensuite. Maintenant, il y a le terminus du tram. Donc, c'est un axe assez stratégique entre les parkings. C'est une artère importante de l'entrée de la plage. Et les gens ont cette habitude aussi maintenant de vous trouver là. C'est ça. Combien de fois, il y a des gens qui sont devant le camion au téléphone et on leur demande t'es où ? Je suis devant le camion Ortiz. Et là, c'est un point de repère c'est maintenant. un peu un point de repère. Maintenant, on a d'autres emplacements. L'emplacement au Square Rock, par exemple, très chouette. Ça, j'ai pas l'impression qu'il y soit tout le temps. Non. Enfin, celui-ci, c'est essentiellement. Le week-end ? C'est seulement mercredi et week-end, mais maintenant, on y va quasiment presque autant que la plage. Donc là, on est sur un modèle réduit. Voilà, réduit. Sans moteur, c'est vraiment une petite remorque à bras qu'on pousse. Donc, et ça, on a fait notre demande à la mairie, je dirais, en 2022. Et on s'est dit, un petit coin d'ombre au centre-ville du Havre, c'est chouette. C'est vrai qu'on se balade dans le square, on n'a pas l'impression que juste à côté, on est vraiment en plein centre-ville. Donc, c'est hyper agréable.
Et là, je peux te dire que pendant la canicule, bien on était sûr. nombreux dans le Square Ouais, Saint-Roch on à s'est- aller manger des C'est glaces ça. chez toi. Là. On s'est même décalé pour mettre la remorque à l'ombre parce que c'était Oui, vraiment un cagnard. on a pensé effectivement à la jeune fille qui était là ce jour-là. Ouais, tout à fait. On s'est dit qu'elle avait bien du courage. Mais du coup, ouais, non, le Square Saint-Roch, c'est un véhicule à taille réduite, moins de capacité, moins de parfum, on n'a même pas d'électricité, on a installé des plaques, on appelle ça des plaques de glycol, c'est ce que faisaient nos prédécesseurs avant même qu'il y ait des congélateurs, donc c'est des grosses plaques en inox qu'on met qui permettent de garder le froid 5-6 heures. Et donc voilà, ça, on s'installe, on n'a pas besoin d'électricité, pas besoin d'évacuation d'eau. S'il faut se décaler, on se décale. Et Très mobile. Très mobile et pas de nuisance sonore, rien du tout. Donc honnêtement, ça a plu à la mairie et ça fait presque partie un peu du décor du square. Maintenant, quand on rentre côté tram, c'est chouette de voir la petite remorque devant. On parlait de tes emplacements à la plage, au Square Saint-Roch. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, les mercredis et les week-ends, on est maintenant aussi à l'Office du tourisme. Enfin, on est maintenant, ça fait 2-3 ans. Et à la petite rade, en bas de la petite rade, au niveau du terrain de pétanque. Donc, c'est des emplacements qu'on utilise surtout les week-ends et les mercredis. Alors là, maintenant, c'est les grandes vacances. Donc, si le temps le permet, on y sera de plus souvent. Donc, c'est des emplacements aussi qui sont là où vous retrouvez généralement des petits camions ou une petite 4L. Parce que le plus gros reste à la plage. Reste à la plage avec plus de parfum. Donc, Ah oui, il y a une petite 4L aussi. c'est une petite qu'on utilise souvent sur les prestations, sur les privatisations ou des événements particuliers, que ce soit public ou privé des fois, parce que des fois on met des véhicules à disposition pour des événements tels un mariage. Voilà, mais c'était ma prochaine question, parce qu'on peut vous trouver évidemment dans les rues du Havre. Ça, il n'y a pas de souci, mais pas que. Tu parlais des événements privés, des mariages, des anniversaires. Comment ça se passe, moi, si là, demain, j'ai envie d'avoir un camion Ortiz pour mon mariage? Bah écoute, j'espère que tu te maries pas trop loin, parce que les véhicules sont vintage comme... On essaiera de s'arranger. Donc, non, Faut que ça reste dans la région. C'est ça, faut que ça reste dans la région. On essaie vraiment de leur dire une demi-heure, 45 minutes max. Après, ça reste compliqué. Même si on a fait un événement, un gros événement à Sotteville, le Festival Vivacité. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Bon, là, c'est pas dans le cadre, c'est plus un cadre public. Mais pour des événements privés, on fait régulièrement des mariages, on fait des anniversaires, on fait des privatisations. Donc on se déplace avec nos véhicules, on met à disposition un serveur, une quinzaine de parfums et on est là, soit ça peut être pour le vent d'honneur d'un mariage ou ça peut être sur le lendemain pour la journée en famille. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui est assez chouette. Et il y a de la demande? Il y a de la demande et ça se fait énormément au bouche-oreille maintenant. Lorsque quelqu'un me voit un mariage, je sais que quand je vais à un mariage, généralement j'ai un ou deux appels les semaines suivantes. Ah, mais ça fait de l'autopromo. C'est ça, mais c'est exactement ça, c'est l'autopromo. Donc ça, c'est marrant aussi. Est-ce que l'idée de te développer hors du Havre et de sa région t'a potentiellement traversé l'esprit à un moment? Traverser l'esprit, oui, mais concrétiser, non. Concrétiser, non, ouais, c'est ça. C'est honnêtement le fait aussi d'avoir des véhicules vintage, c'est vraiment au niveau de la logistique, c'est vraiment, on se garde vraiment beaucoup la tête avec nos véhicules parce que il faut savoir que si on tombe en panne, il y a le véhicule qui tombe en panne, mais il y a aussi la marchandise qui est à l'intérieur, il y a aussi donc c'est beaucoup de logistique pour lorsqu'on s'éloigne un peu de nos terres. Donc aujourd'hui, pour le coup, on a vraiment essayé de pérenniser les premières années et de développer certains points comme les prestations. Et on remarque qu'il y a quand même pas mal de choses à faire ici. On est le 21 juin, on était chez Lily pour la fête de la musique. Oui, c'est ça. C'est vrai que vous participez à beaucoup d'événements locaux. Et on commence et on s'entend hyper bien avec beaucoup de commerçants et beaucoup d'acteurs locaux aussi. Donc, lorsqu'il y a des événements particuliers, ils font appel à nous. Généralement, on répond positivement et on arrive à faire des événements qui sont très 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 chouettes qu'on faisait pas au départ. Donc, ça demande aussi de restaurer aussi au fur et à mesure du temps des véhicules. Parce qu'il y a toujours nos places à honorer. Mais lorsqu'on peut se développer et aller à gauche, à droite, c'est chouette. On est allé au Festival du Cirque à Saint-Romain au mois d'avril, mai, pardon. On fera aussi le 14 juillet là-bas au château de Gros-Ménil. Tu en as parlé tout à l'heure un peu de ce que tu faisais hors période estivale. Donc effectivement, on l'a compris, toute la période estivale, tu es occupé sur les camions et stands du Havre, tu as les prestats privés également. Tu en as parlé un petit peu l'hiver. L'hiver, voilà, tu fais des crèmes, non, comment on dit ?
Des gâteaux glacés? Ouais, desserts glacés, desserts glacés. bûches glacées, vacherins, omelettes norvégiennes. Voilà. Et le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais, mon cher Antoine? Généralement, la saison se finalise aux alentours des premiers week-ends du mois d'octobre. Donc généralement, on arrive quand même bien à travailler en septembre. On a eu 1 ou 2 exceptions au octobre, on a vraiment aussi travaillé un petit peu. Tu commences quand, en avril? Généralement, la production, j'y viens, la production, on l'attaque dès le mois de février. Ok. On travaille la glace, donc on a l'avantage, c'est que ça se conserve et qu'on peut prendre un peu d'avance sur ce point-là. Donc c'est vraiment quelque chose que maintenant je m'impose une routine de travail, même le début de saison, qui permet aussi de souffler sur les premières, parce qu'au début on n'a pas beaucoup de staff au début de saison, donc ça Des multifonctions. c'est ça. Donc c'est très rush les premiers week-ends d'avril. Tout le monde veut sortir. Les meilleures journées, c'est les premières journées d'avril, mai, les fériés du mois de mai, c'est un truc C'est les de dingue. portes ouvertes de la fin de l'hiver. Les gens sont fous, ils veulent tous sortir. Ouais. Donc honnêtement, non, on clôture généralement. Je vais faire le commencement. On commence la saison à partir du mois de janvier. Janvier, c'est l'entretien des véhicules, l'entretien des machines. On prépare un peu les prémices de la saison. Ensuite, on attaque février, la production tranquillement autour du 15 février. Et généralement, là, cette année, on a bossé peut-être 3-4 jours en février. Et on est sorti essentiellement sur les beaux week-ends de mars. Et Ah oui, d'accord, on a eu t'es un déjà sorti en mars, quoi. ouais, on est sorti 2-3 jours en février et après, je crois qu'on est sorti au moins 10-15 jours en mars. Il a fait super beau cette année en mars. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas trop de règles. Ça veut dire que potentiellement, tu te lèves le matin, tu vois C'est qu'il ça. y a un rayon de soleil, tu te dis, bon, on y va. Moyen Ça. de. Ouais, c'est un peu ça. Parce que ton emplacement, tu l'as à l'année? Mon emplacement, je l'ai du 1er janvier au 31 décembre. Donc, je peux travailler toute l'année. J'ai aucun inconvénient à travailler. Si je veux venir travailler dès le mois de février, je peux. Donc, on ne travaille pas du tout en janvier, pas de vente en tout cas. On travaille très peu en février. C'est généralement, on attaque fin février s'il fait vraiment beau. Mais le top du top départ, c'est le mois d'avril. Mars, c'est l'échauffement à la vente. Et après, on attaque en avril. Et ensuite, on clôture généralement la saison sur les derniers. Entre le 10 et le 20 octobre, généralement. Est-ce que tu sais combien de tonnes de glace tu débites à la saison? De tonnes de glace, non. Je peux te dire à peu près le tonne de lait, si tu veux. Ouais, tonnes de lait, ouais. Je crois qu'on n'a pas. Je crois que l'année dernière, on a fait à peu près entre 2 tonnes 5 et 3 tonnes de lait. Donc, c'est énorme. Je sais pas si ça paraît énorme. Oui, Si. ça peut l'être énorme, mais bon, c'est aussi c'est ce qu'on utilise aussi quotidiennement. Le sucre aussi, on est pas mal. Le sucre, on doit être pas loin de 3 tonnes aussi de sucre. Donc non, oui, il y a un peu de débit quand même. C'est quoi le plus compliqué, Antoine, dans une activité saisonnière comme la tienne? Au début, je pensais que ça allait de se projeter et de faire des prévisions. Et au final, on remarque que il fait quand même s'il y a des étés qui sont plus ou moins beaux, il y a quand même toujours des beaux week-ends à travailler. Donc au début, je pensais que ça allait de ne pas savoir comment travailler. Mais c'est sûr que des fois, c'est compliqué de s'organiser. Et quand on est saisonnier, on sait que de avril à septembre, on n'est pas dispo, quoi. Donc toi, tes vacances, c'est octobre-décembre, quoi. ouais, c'est ça. Décembre, du coup, maintenant, on fait les bûches. Mais Ouais, voilà. généralement, c'est novembre-janvier. C'est vraiment les 2 mois off. Donc, Et tu parlais des bûches aussi, des desserts glacés que tu fais l'hiver. Est-ce qu'il y a potentiellement d'autres produits, d'autres idées qu'à l'avenir, tu aimerais développer? pour les 100 ans de la maison, l'année prochaine, on a bien proposé 1 ou 2 produits nouveaux. Alors, ce sera... C'est surprise? Je t'en dis pas plus. Tu m'en dis pas plus? Ok. Mais ce sera surtout pour la période estivale, je pense. Donc, Ouais. on va faire nos essais cet hiver. Donc, Tu as besoin d'un goûteur, je suis dispo. ok, je prends note. Ouais. J'en doute pas. Mais non, oui, on peut. On va essayer de travailler, mais toujours autour de la glace, vraiment. Ouais, évidemment. On bouge pas. On va pas proposer une gaufre ou Non, des une frites. glace à la gaufre. Au Oui, pire. peut-être. Oui, Au pire. Ça, c'est possible. Tu as parlé des 100 ans. C'est assez incroyable, hein. On revient un petit peu au début de l'épisode, mais on parlait d'une institution. Quand on dit d'une entreprise locale qu'elle a 100 ans, oui, on ne peut pas employer d'autres mots. Tu disais, voilà, il va y avoir 2-3 nouveautés, 2-3 surprises l'année prochaine. Comment, toi, sans forcément nous dévoiler tout le programme, mais comment, toi, tu vois cette année du centenaire, et est-ce que tu as déjà des idées? Est-ce que ça y est, il y a des projets qui sont déjà lancés?
Non, honnêtement, on n'a pas encore lancé de projet. On attend vraiment la fin de cette saison. On essaie de vraiment aussi assurer cette saison qui est. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, Ouais. exactement, qui est encore chargée. Mais on a des idées. C'est vrai que le fait d'utiliser des véhicules anciens, de proposer des machines, enfin, d'être fabricant de glace aussi, on a envie de montrer un petit peu aux clients comment ça se passe et pourquoi pas leur proposer aussi voir les véhicules un peu en exposition. Donc, je te donne une idée comme ça, mais je ne sais pas si ça va se faire. Honnêtement, on a plusieurs petits projets, mais on a vraiment envie de faire des petits rappels et de montrer à nos clients que la maison est centenaire et qu'on propose quelque chose. J'ai pas trop envie de t'en dévoiler. Non, Je te bien dis, sûr. je te dis rien, je te dis Faut tout créer en l'attente. même temps. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de montrer à nos clients qu'on va travailler, on continuera à perpétuer cette tradition et qu'on sera toujours là aussi pour les 101 ans derrière, mais aussi de pouvoir toujours proposer des nouveautés et aussi une curiosité à n'importe quel moment de la saison. Eh ben, écoute, on se donnera rendez-vous l'année prochaine, en tout cas, pour effectivement voir tous les détails de ce centenaire. Antoine, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier aujourd'hui? Les échanges avec la clientèle, c'est chouette. Honnêtement, un client qui fait la tronche quand il vient acheter une glace, c'est rare. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le confort, mon cadre de travail, la plage, ça va, il y a pire. Vue mer. Oui, aussi. Mais ouais, honnêtement, les échanges avec les clients, ça fait toujours plaisir d'acheter une glace à quelqu'un. Puis j'ai l'impression que chez toi, en tout cas, quand on vient acheter quelque chose à la plage, on est plutôt discipliné. Oui, ouais, après, il faut montrer quand même qu'on bosse, quoi, parce que quand les gens attendent un quart d'heure, et il faut pas qu'on traîne au sûr. service, mais c'est vrai C'est que souvent rapide. déjà, ça peut arriver qu'il y a des gros coups de rush et des fois, et c'est un peu plus long, mais le but, c'est vraiment que, honnêtement, ça fait toujours plaisir d'acheter des glaces. Donc, on va pas arriver comme quand on va faire le plein d'essence. Oui. Donc, c'est un achat plaisir et on aime bien. Et je vois, tout le monde se battre des fois pour offrir la glace à quelqu'un. C'est un petit et on s'adresse à tout le monde. Les petits budgets, les personnes un peu plus aisées. Honnêtement, tout le monde ça fait plaisir à tout le monde d'acheter une glace. Et demain, honnêtement, on voit beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges, que ce soit la grand-mère qui paye à son petit-fils qui a 25 ans ou qui paye à son petit-fils qui a 3 ans. C'est vraiment toujours un plaisir de payer une glace à quelqu'un. Donc, Combien ça coûte une glace? la boule simple, elle a 2,50. Donc, on essaie de le proposer et ça, honnêtement... C'est honnête. Ouais, on essaie vraiment de rester sur quelque chose d'assez honnête sur la glace une boule. Et quels sont tes produits? Alors, tu as parlé de la boule. Tu vends les pots aussi? C'est ça, les pots de glace pour... tu veux dire chez les commandés? Oui, voilà. Ce que tu vends en particulier. Alors, ce qu'on vend en particulier, c'est les pots de glace. Donc, sur commande, ça c'est restitué à notre laboratoire. Donc ça, c'est cool, parce que ça, tout le monde n'est pas forcément Non. au courant, parce que tu m'as gentiment apporté un pot de glace aussi, je l'apprends. Et je pense que c'est important de le savoir. Les pots que vous pouvez retrouver chez Ortiz, vous pouvez les avoir à la maison, et ça, c'est vraiment cool. C'est au litre, donc c'est des pots de 1 litre. Donc, c'est pareil sur commande, on a toujours un peu de stock. Tout parfum? Tout parfum, généralement. Oui. Ouais. Tout parfum, un peu plus d'attente si on prend un pot de rhubarbe, par exemple. Mais Et si on prend de la violette, à tout hasard? Non, la violette, il y en a toujours en stock. Ah, la violette, c'est bon ça. J'aurais dû ramener violette. En fait. T'inquiète, t'as fait une autre rose. Mais non, les pots, après les desserts glacés, ils sont commandables aussi toute l'année. Oui, ça aussi. On a ça- parlé des desserts glacés l'hiver, Mm. mais évidemment que si on veut en commander l'été, c'est possible. Bien sûr. Bien sûr, ça, et il faut compter une petite semaine de délai. Mais non, honnêtement, on essaie de... Tout ce qui est... Le but, c'est aussi que les gens aient les glaces Ortiz chez eux. S'ils veulent un pot de stracciatella ou de caramel, ils peuvent le commander, bien sûr. Et tu vends aussi, tu m'as ramené gentiment deux magnettes. Tu vends aussi ces magnettes? Ouais, ils sont en vente à la plage. Du coup, c'est 2 petits magnettes frigo qui représentent le véhicule de la plage et la petite remorque du square. C'est réalisé par Pierre Lenoir Vaquero. Il a une petite boutique au niveau de Saint-Vincent-de-Paul et il fait pas mal de petites réalisations comme ça pour de différents restaurants ou différents lieux du Havre. Donc c'est chouette. C'est sous forme des fois de cadres, de cartes postales ou de magnettes. Donc ça fait quelques années qu'on les a et honnêtement ça a son petit succès. Et il y a d'autres goodies comme ça? Non,
Parce que mec, si tu fais le t-shirt demain, j'achète direct. Bah, c'est un des projets. C'est en égo, c'est en égo. Ça, hein. On n'en dit pas plus. On va se lancer dans le merch aussi bientôt. Ah bah, franchement, le t-shirt Ortiz, c'est sûr, dans ma collection, il arrive en moins de 30 secondes. C'est vrai. Ah ouais, non, direct. Et je pense vraiment que je suis pas le seul. Non, mais c'est des choses qu'on réfléchit tranquillement aussi. Si tu me fous le camion sur le t-shirt, ouais, il y a des chances qu'il y passe. En plus, on a des t-shirts comme ça pour le staff et on a déjà eu quelques demandes. On demande gentiment des fois si c'est en vente. Et ben voilà, une bonne idée pour l'année prochaine. On n'en dit pas plus, peut-être pas. On verra, il faudra être là pour les 100 ans. Antoine, j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Cette question, tu y réponds comme tu veux, tu peux prendre ton temps, tu peux être un peu plus court, c'est toi qui vois. Le Havre, la question, la voici. Antoine, Le Havre, pour toi, ça représente quoi ? Le Havre, c'est ma ville, c'est une ville très, très, très agréable à vivre, je trouve, qui est en plein essor. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de tourisme, même en 4-5 ans de saison, depuis le 2021, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et je vois que c'est très vivant, très, très chouette. Et je trouve que les Havrais sont très fiers de leur ville. Peut-être que chaque personne est fière de sa ville, mais je trouve qu'on est particulièrement fiers de notre ville. Donc, que dire sur Le Havre, c'est un peu tout. Je trouve que c'est une ville où il fait vraiment bon vivre et c'est agréable d'être chez soi. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec moi, Antoine Grégoire, à la tête des Glaces Ortiz depuis 2021. Merci encore une fois d'être venu dans le Pod Yaourt. Vous pouvez bien sûr retrouver les Glaces Ortiz tout l'été au Havre, à la plage, au Square Saint-Roch, en bas de la Petite Rade ou ailleurs. La Petite Rade, Office du tourisme. Office de tourisme. Square Saint-Roch et la plage. Voilà, et bien sûr, si vous voulez, pour vos événements privés, les Glaces Ortiz lors de vos événements, c'est bien entendu possible, vous l'avez compris à travers cet épisode. J'étais très heureux de réaliser vraiment cet épisode avec toi, Antoine, tellement que les Glaces Ortiz sont iconiques. Voilà, tu as été l'un des premiers noms qui a été coché sur ma liste quand j'ai eu l'idée de ce podcast. Donc voilà, je suis très très heureux de l'avoir fait aujourd'hui et de parler de cette marque qu'on aime tous au Havre. Donc merci beaucoup encore une fois à toi Antoine, et on se retrouve très bientôt pour un épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.